Amoureux et amoureuses de la Nati, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis à nouveau accompagné de Lucas. Salut Lucas. Salut Robin, ça va? Ça va au top. Lucas, on s'était déjà retrouvé sur une première vidéo il y a quelques mois. On avait débattu de Yakin, de choix de continuer ou non avec Yakin. Une vidéo qui a plus ou moins bien vieilli. Je pense qu'il y a des avis qui aujourd'hui ont peut-être changé. Et voilà, le but c'était de se retrouver régulièrement sur des vidéos comme ça. Et avec aujourd'hui un nouveau concept qui est tout simplement de débriefer un peu de cette année 2024 du football suisse. La Suisse a joué son dernier match contre l'Espagne cette semaine et du coup c'est l'occasion de faire un petit point sur cette année qui a été quand même assez riche en émotions. Ouais, c'est vrai qu'il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Je pense qu'on n'aura pas le temps de parler de forcément tout ce qu'on a envie, mais c'est vrai que c'était une année assez riche en émotions, quoi. On peut commencer direct avec le gros sujet de cette année finalement, ce qui a quand même rythmé l'équipe suisse avant et après. Enfin, voilà, tout était un peu tourné autour de cet Euro, bien sûr, cet Euro 2024 en Allemagne, où la Suisse a été chercher un quart de finale. Alors, tout simplement, comment tu as vécu, toi, cet Euro? Comment tu l'as appréhendé et quelle est ta satisfaction à ce niveau-là? Clairement une grosse satisfaction dans le sens où je pense que le point positif à retirer de cette année, c'est que l'équipe suisse est capable de sublimer vraiment dans les moments qui comptent. Puis on a vu que cet été à l'Euro, il y avait juste une osmose qui s'est créée, puis qui a permis de réaliser ce quart de finale. Personnellement, j'étais sur place, donc ça a aussi une saveur particulière au niveau Ouais, j'imagine. Ça devait être assez du fou. nombre de Suisses qui avaient. Ouais, c'était juste incroyable d'avoir autant de Suisses qui se sont déplacés pour supporter l'équipe nationale. Les stades étaient rouges à chaque fois. C'était vraiment un magnifique mois de football. Et puis même si, je pense qu'on en parlera plus tard, même s'il y a eu beaucoup d'émotions négatives aussi cette année. Je pense que rien que pour ce Euro, on est obligé de donner un bilan quand même très positif à cette année 2024 parce que comme tu l'as dit, il y a que ça qui comptait réellement, quoi. Ouais, c'est clair. On parlera après du avant Euro et après Euro. Mais ce que je trouve assez fou, c'est que cette année, l'équipe de Suisse a réussi, tu l'as très bien dit, à se sublimer. Pour moi, elle a confirmé que c'était vraiment une équipe de tournoi. C'est une équipe qui est capable d'élever à un point auquel je m'attendais même pas son niveau de performance, capable de venir bousculer des équipes qui paraissaient absolument inatteignables. Au-delà des résultats, moi, j'ai beaucoup aimé l'euphorie qu'il y avait autour de cet Euro. Je m'y attendais pas forcément. J'avais l'impression que la Suisse de Murat Yakin ne plaisait pas forcément au public. J'avais pas forcément ressenti autant d'euphorie ou autant d'engouement lors des derniers mois et même pendant la Coupe du Monde 2022. Peut-être je me trompe. Mais là, pour moi, il y a eu vraiment une vague avec les fan zones qui étaient remplies. J'ai été à Lausanne, à Nyon, et il y avait vraiment beaucoup de monde. Les gens étaient déterminés et c'était beau. Il y avait plein de maillots l'été. J'ai vu plein de maillots de l'équipe de Suisse qui floquaient partout. Tout le monde s'est retrouvé autour de cet Euro. Et c'est quelque chose que j'imaginais pas du tout avant l'Euro parce qu'on y arrivait vraiment avec une confiance au plus bas, quoi. Toi, Lucas, tu t'attendais à de telles performances du côté de la Suisse à cet Euro? Ben non, pas du tout. C'est vrai que en fait, avant l'Euro, j'étais un peu dans le même état d'esprit que je suis aujourd'hui. Donc avec une équipe de Suisse qui me paraissait sans repère tactique, puis sans vrai leader. Et puis c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment comme une parenthèse enchantée pendant ce mois en Allemagne. Et puis on a vraiment trouvé un système qui marchait parfaitement avec cette défense à trois, aussi avec Bicher qui jouait ce rôle de piston gauche et de milieu de terrain. J'ai l'impression qu'Yakin a eu énormément de flair aussi dans ses choix d'hommes. Donc Certainement aidé c'est par vrai qu'il y a Fontini. tout. Ouais, c'est clair. Je pense que il y a beaucoup d'éléments qu'on fait que ça a matché au moment où il fallait. Mais on remarque que le vrai niveau de l'équipe de Suisse, c'est pas celui qu'on a vu à mon avis au mois de juin. C'est malheureusement celui qu'on voit cet automne, quoi. Franchement, qualitativement, j'ai du mal à me souvenir d'une compétition où il y avait un mix aussi intéressant entre des joueurs d'expérience, vraiment des tauliers du groupe de l'équipe suisse, puis des jeunes talents qui se sont révélés pendant cette compétition, comme Ndoye, comme Rieder. Ouais. Je trouve qu'il y avait vraiment une alchimie qui était incroyable. Et puis,
on l'a vu, c'était vraiment la fin de cette génération dorée. C'était le dernier tournoi pour eux en Allemagne, près de chez nous. Donc, il y avait vraiment tous les ingrédients pour faire quelque chose de fou, quoi. Donc, puis ils l'ont fait. Donc, c'était top, quoi. Et puis, il faut aussi rendre à César ce qui est à César. Et Yakin a réussi à mettre une vraie patte tactique. Et c'est peut-être la performance tactique la plus exceptionnelle qu'on ait vue de l'équipe de Suisse au cours des dernières années. J'ai l'impression que voilà, Petkovic, malgré tout l'amour que j'ai pour lui, il a jamais réussi à mettre une impression visuelle autant forte avec un style de jeu très fort, avec des idées importantes. On en avait beaucoup parlé lors du débat sur Yakin, mais il y a aussi des choix d'hommes qui ont été importants. T'as parlé avant des Bichères, Oui, oui. c'est assez fou de faire confiance à des Bichères dans ce rôle-là. Endoy qui n'était pas titulaire encore 6 mois auparavant, Reader qui s'impose au fur et à Boua mesure de la aussi. compétition. C'est des choses auxquelles on s'attendait pas du tout, quoi. Mais je me souviens encore de ma tête quand j'ai vu la composition Ouais, contre la Hongrie. Je pense que j'ai jamais été aussi surpris par une composition d'équipe de la Nati de toute ma vie. Puis, bah, c'est les deux qui marquent. Enfin, c'était fou, quoi. mais c'est vrai qu'Yakin a été contraint de changer de système parce que, faut le dire aussi, on fait un débrief de l'année et avant cet Euro, bah ça n'allait pas. Et d'ailleurs après cet Euro, bah ça va pas non plus. Ou du moins, c'est vraiment pas à la hauteur de ce qu'on a montré pendant cet Euro. Voilà. Est-ce que cette équipe de Suisse, en dehors de cet Euro, elle t'a rassuré de ton côté? Pas du tout. Ben, départ à la retraite quand même de Cher, pour moi, qui fait énormément de mal. Je l'avais déjà dit lors de notre précédente vidéo, mais je pensais pas à ce point-là. Mhm. Parce que défensivement, Il y a pas il de y a successeur, hein. juste Ça, il y a un gros aucun manque. successeur. J'ai vu une statistique qui m'a marqué. C'est à l'Euro, on a encaissé en moyenne 0,8 buts par match, alors que dans cette campagne de Ligue des Nations, on est à presque 2,5. Donc c'est pour se rendre compte des lacunes défensives qu'on a actuellement. Puis ça m'inquiète vraiment beaucoup pour cette campagne de qualification qui arrivera l'année prochaine, avec des matchs qui auront un enjeu beaucoup plus important, quoi. C'est clair. Ouais, elle m'a pas du tout rassuré. Déjà avant l'Euro, on l'a dit avant, mais j'arrivais pas serein parce que c'était vraiment compliqué. On sentait qu'Yakin perdait le groupe, que cette équipe n'allait nulle part. Elle a réussi à se sublimer, on l'a dit. Et là, c'est retombé dans ses travers. Et malheureusement, le système Ouais. qui a été magique pendant cet Euro, bah, il ne marchait plus. Et Bichère, il y avait plus du tout la même saveur à gauche. Enfin, clairement, ça n'avait plus le même rythme, les mêmes performances, avec une défaite contre le Danemark vraiment très oubliable, une petite baffe contre l'Espagne à domicile, bon, champion d'Europe en titre, certes, mais ça a été un petit peu mieux peut-être avec les deux derniers matchs contre la Serbie et l'Espagne ces 2 dernières semaines là, mais ça restait surtout, je trouve, dans les performances individuelles, très très loin de ce qu'ils ont montré pendant l'Euro et très inquiétant parce que tu l'as dit, Cher n'a pas été remplacé ou pas bien remplacé. Il n'y a plus la touche magique qu'apporte Shaqiri. Cobble, c'est encore un peu compliqué. En tout cas, c'est pas parfait. C'est un peu mieux là ces derniers matchs, mais voilà. Dans l'idée, elle me rassure vraiment pas pour la suite, surtout. Franchement, pour moi, cette Ligue des Nations, finalement, la relégation en Ligue B, elle m'attriste pas tant que ça. Surtout, je pense, pour les supporters, ça va aussi permettre de découvrir d'autres pays, d'autres destinations. Mais c'est surtout vraiment de nouveau la manière qui m'inquiète. Moi, j'avais deux objectifs dans cette Ligue des Nations. C'était ce renouvellement générationnel. Finalement, Yakin, il s'y prend trop tard. Il le fait que quand bah, les blessés lui imposent de le faire. Et puis, je trouve qu'il aurait dû, dès le début, appeler beaucoup plus de jeunes joueurs. Et puis aussi le côté tactique. Moi, j'avais vraiment envie de voir ce système perdurer, pas seulement pour l'Euro, mais sur la durée. Et puis finalement, ben, il est repassé une défense à 4 à Saint-Gall contre le Danemark. Et puis l'équipe a pas plus vraiment d'identité, plus vraiment de style de jeu à elle. Puis c'est surtout ça qui m'inquiète énormément, quoi. En fait, j'ai l'impression qu'on a fait un pas en avant à l'Euro, puis maintenant on fait 3 pas en arrière, quoi. Et c'est vrai que tu parlais de transition, de génération. C'est clairement ce dans quoi on est actuellement. 3 monuments du foot suisse sont partis cet été. Euh, voilà, ils doivent être remplacés petit à petit et d'autres comme Rodriguez, voilà, gentiment vont laisser leur place dans le 11, doivent laisser leur place, je pense. C'est à des nouveaux joueurs de prendre leur place, de s'imposer.
Et c'est quelque chose qu'on peine à voir. Ou d'un côté, je trouve que Yakin peine à faire confiance à la nouvelle génération. En plus de ça, il faut aussi dire que cette nouvelle génération, elle peine vraiment à venir s'affirmer. Et moi, j'en attends encore beaucoup plus. On a vu que toutes les M17, M19, M21 ont raté leur qualification pour leur grande compétition. Ça, c'est pas rassurant du tout non plus. On voit pas de. Il y a certains joueurs qui nous intéressent, comme Amdouni, comme Ndoye. On reparlera plus tard de ces jeunes-là, mais je sens que il y a encore vraiment des étapes à franchir à ce niveau-là. T'en as parlé dans ta dernière vidéo sur le FC Bâle. C'est vrai que la formation en Suisse, elle est dans un état très inquiétant. Puis on peine à sortir des talents pour alimenter l'équipe A. Puis c'est vrai que on se rend compte que la génération 2009, il y en aura pas toutes les décennies, quoi. C'est vraiment dommage parce que il va y avoir un problème et le problème il pourrait venir plus tôt que prévu dès ces qualifications, moi qui me font effectivement peur pour le mondial 2026 parce que là il y a vraiment un enjeu quoi. C'est clair, il est sportif et puis financier aussi parce que la SF a vraiment besoin de la manne financière qui va émaner de cette qualification. Et puis sportivement, pas être à une Coupe du Monde à 48, honnêtement, ce serait vraiment un immense camouflet pour la SF. Donc Il y a pour le coup vraiment 2 ans où on peut préparer la transition vers une nouvelle génération, vers une nouvelle équipe, vers un nouveau fonctionnement de jeu. Il y avait du temps à disposition pour créer quelque chose et généralement les qualifications, la Ligue des Nations, eh ben, c'est des bonnes occasions de préparer ce genre de choses, de faire cette transition-là. Mais aujourd'hui, il y a une sorte d'urgence qui se met et je sens que cette urgence va être là tout au long de l'année 2025. Une pression des résultats qui avait plus forcément ces dernières années parce que la qualification était vite validée, parce qu'on arrivait vite à aller chercher des résultats, donc il n'y avait pas trop d'inquiétude à ce niveau-là. Alors que cette fois, va falloir et s'occuper de cette transition et aller chercher des résultats. Et Yakin, j'ai peur qu'il fasse aucun des deux, quoi. Maintenant, pour revenir un peu sur voilà cette année 2024, on parlait de cette génération qui avait du mal à s'imposer. Il y a quand même certains noms qui sont venus toquer à la porte et se faire une place dans cette équipe qu'on n'attendait pas forcément au début. Je pense notamment à Ndoye, qui est peut-être le plus évident, mais il y a Rieder aussi qui fait des jolies performances depuis l'Euro. Il y a Ebicher qui a pris un rôle qu'il n'avait pas auparavant. Il y en a d'autres qui viennent gentiment avoir du temps de jeu, comme Doua, comme Monteiro, comme Kuteza, euh, comme Aimenda. Enfin, il y a beaucoup de monde aussi en défense. On a rarement eu autant de nouveaux noms, je trouve. Yakin a été forcé un peu de les prendre par les résultats et par les retraites et les blessés. Mais ça reste sympa dans l'idée de voir de nouvelles têtes, je pense. oui, oui, alors je partage ta vision. Après, il y a clairement une catégorie de joueurs que tu as cité, que je vois pas vraiment sur le long terme avec l'équipe de Suisse. Typiquement, on a découvert un Vincent Sierra que j'apprécie beaucoup dans son rôle. Notamment, ouais, c'est Et vrai. on peut pas décemment dire, ah ça c'est un joueur avec qui on pourra planifier l'avenir. Idem pour un Kutesa, je crois qu'il a déjà Il a 26 ans, ouais. 26 ou 27 ans, sauf erreur. Mhm. Donc vraiment, moi, des jeunes qui ont vraiment le potentiel pour être des titulaires sur le long terme, moi, je mettrais peut-être Amenda, qui m'a quand même bien plu sur le dernier rassemblement. Montero m'a aussi vraiment impressionné. Franchement, je trouve que c'est un joueur qui pourrait nous être vraiment utile pendant ces qualifications. Et puis Amdouni, qui, pour moi, je le mettrais presque dans mon top 3 des joueurs de l'année 2024, même si on l'a pas beaucoup vu à l'Euro, c'est clairement le joueur de cette Ligue des Nations. J'en profite pour dire qu'à la fin de la vidéo, on fera notre top joueur, notre top pépite, notre top flop. Ouais. Voilà, on finira la vidéo avec ça. Cette année, on l'a mentionné, mais on a eu aussi quand même 3 départs. Moi, ça m'a quand même pas mal bouleversé ces 3 départs de suite. C'est quand même des joueurs auxquels on s'était attaché depuis 10 ans. Je parle de Sommer, Cher et Shaqiri, évidemment. C'est aussi quelque chose qui marque l'année, je pense. Non, c'est sûr. Moi, c'est vraiment la génération de joueurs qui m'a le plus marqué. Et puis, c'est vrai que ça fait vraiment un pincement au cœur de les voir partir. Après, moi, j'ai surtout cette image d'un Shaqiri qui était vraiment le premier joueur un peu facteur X que je voyais en équipe suisse. Le genre de joueur qu'entrer sur la pelouse, puis tu savais pas ce qui pourrait se passer après, quoi. Donc, c'est vrai que ça va manquer d'avoir ce type de profil qui est quand même assez unique chez nous, quoi.
Certes, il y a du monde derrière, mais ils sont difficilement remplaçables. Tu as parlé de Cher avant. Sommer, moi, Kobel, j'attends plus. Clairement, j'attends qu'il prenne plus de responsabilités, qu'il hausse un peu son niveau. On sait qu'il en est capable. Et puis Shaqiri, voilà, je vais me répéter un peu sur ce que tu as dit, mais pour moi, c'était mon joueur préféré. C'est le joueur qui m'a fait le plus vibrer, je pense, qui m'a fait le plus sauter en l'air, quoi. C'était dingue ce qu'il a provoqué toutes ces années et il l'a fait une ultime fois pendant cet Euro et c'est un des moments qui m'a le plus marqué parce que ce but, il est fou. Il vient de nulle part, il pop d'un coup et il repart. Shaqiri, c'est complètement dingue. Cette fin-là me touche particulièrement, d'autant plus qu'elle est suivie par son retour au FC Bâle qui raconte une très belle histoire, je trouve, avec ça. Il fait des beaux débuts en Super League. Voilà, c'était un journal qui avait titré ça, mais c'est sa tournée d'adieu un peu. Voilà, il vient dire au revoir à tout le monde. Exactement. Et ça fait vraiment ça. Moi, je trouve ça super touchant qu'il ait privilégié le FC Bâle à des clubs d'Arabie Saoudite ou de Grèce ou d'autres clubs comme ça. Voilà, ça ne fait que renforcer mon amour que j'ai pour lui, quoi. Et puis, je parlais de Shaqiri à Bâle, mais petite parenthèse là-dessus aussi, je trouve que cette année, les Suisses ont performé beaucoup en club, euh, peut-être plus que rarement auparavant. Je pense évidemment au classique, hein, à Kanji et à City. Xhaka qui a fait une année folle et qui finit dans le top 20 du Ballon d'Or. Complètement fou quand même de se dire ça. Fabian Schär à Newcastle. Sommer à l'Inter Milan qui fait une magnifique saison. Kobel qui va chercher une finale de Ligue des Champions. Et puis on se débute, voilà, tous les Suisses à Bologne aussi qui vont chercher la Ligue des Champions. Et puis en ce début de saison, tous les mardis et mercredis soirs, eh ben, tu as des Suisses en Ligue des Champions qui viennent, qui sont performants en plus, qui sont décisifs. Tu as Mbolo et Zakaria à Monaco. Tu as du monde qui s'affirme dans les grands championnats, dans les grands clubs. Et ça, je trouve aussi que c'est une vraie réjouissance. Amdouni qui en ce moment à Benfica, il essaie petit à petit. T'as plein de joueurs partout. Et certes, les résultats en Suisse ne sont pas, avec la Suisse, à part l'Euro, ne sont pas celles qu'on attend, mais je suis quand même heureux de les voir tous les week-ends performer et puis rayonner à l'international. Je pense quand même que les joueurs suisses performaient beaucoup mieux en début d'année, donc avant l'Euro, que depuis le début de cette saison 2024-2025. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont un cran en dessous. Puis c'est aussi ça qui fait que l'équipe performe aussi un petit peu, bon, enfin, beaucoup moins bien. C'est que justement, je trouve qu'il y a des performances en club qui sont peut-être un peu moins folles qu'en début d'année, quoi. Ok, cool. Bah maintenant, on va faire un petit peu un retour sur les tops et les flops de cette année. Voilà, tout simplement, quel a été le meilleur moment pour toi de cette année, le moment qui t'a le plus marqué, que t'as préféré vivre avec cette équipe de Suisse? Moi, j'ai quand même ressorti Suisse-Italie à Berlin. C'était quand même vraiment, pour moi, le T'étais plus sur beau place du match coup? de... J'étais sur place aussi, ouais. C'est vrai qu'il y avait un sentiment un peu de maîtrise, puis de sérénité un match aussi important qui m'a totalement bluffé. Et puis, bah voilà, le fait de pouvoir jouer dans le stade olympique de Berlin, devant presque 20 000 Suisses. Enfin, c'était juste lunaire. Et puis, c'est vraiment un match que j'oublierai jamais, quoi. Ouais, exactement. Bah, j'ai le même moment Suisse-Italie. Je trouve que tu as très bien mentionné le fait que c'était maîtrisé, quoi. Du début à la fin, on avait une maîtrise totale de cette partie. Il n'y a aucun moment où je me suis inquiété de perdre ce match parce que déjà l'équipe d'Italie en face était vraiment pas au même niveau et ça c'est fou quand on parle de champion d'Europe en titre, c'est fou. Et la Suisse a montré, c'était vraiment une masterclass. Le match de Ruben Vargas, dont moi je n'attendais plus rien, qui a été exceptionnel. Match de Remo Freuler, Xhaka encore une fois au milieu de terrain, Akanji en défense. Tout était parfait dans ce match, je trouve. Et c'est peut-être pas le match le plus frisson. Dans l'idée, j'ai plus exalté peut-être sur le but de Endoy contre l'Allemagne ou contre la Hongrie sur ce final un peu plus voilà, plus suspense quoi. Mais ce match contre l'Italie, vraiment, je l'ai célébré comme une vraie victoire parce que c'était vraiment magnifique. Voilà, je retiens aussi le but d'Embolo contre la Hongrie qui était assez iconique, je trouve. Il perd son protège-tibia. Enfin, c'était pas vraiment ça, c'était une sorte de protection. Là, je me suis dit, ah, ok, en fait, on va peut-être pas se faire éliminer dès la phase de poule. On va peut-être aller chercher quelque chose avec ce système absolument fou. Et il y a moyen que je me souvienne presque plus de ce match dans 10 ans que l'autre parce que là, ça m'a laissé une impression visuelle très, très forte. Et puis voilà, je finis aussi avec le but de Shaqiri, le dernier, qui est quand même un moment
où là aussi j'ai exulté parce que c'était assez dingue, quoi. Bon, au contraire, j'imagine que le pire match, pas beaucoup de suspense, à moins que ce soit défaite contre le Danemark récemment, mais moi, ça reste de mon côté évidemment cette défaite contre l'Angleterre. Voilà, c'était cruel, c'était terrible. Enfin, il m'a fallu du temps vraiment pour m'en remettre. J'ai eu du mal à suivre la fin de cet Euro parce que je l'avais là, vraiment un goût très amer après ce match. Ce corner de Shaqiri qui a deux doigts de l'immense exploit, quoi. Voilà, ça pique. Non, non, c'est vrai que c'est un match qui a mis aussi beaucoup de temps à être digéré de mon côté. Après, on méritait presque de passer l'épaule en fin de match ou en prolongation. Et puis, on n'a pas eu la baraka pour nous, quoi. Donc, c'est vrai que c'était vraiment frustrant de perdre comme ça. Et ouais, comme mention honorable, bah, tous les autres matchs, tous les matchs en dehors de l'Euro, quoi, mais notamment ceux contre le Danemark et l'Espagne juste après l'Euro, parce que ceux-là, ils piquent un peu, parce que Danemark, c'est juste, c'est un peu ridicule, quoi, cette partie qu'on a fait. Et puis Espagne, moi, j'étais à Genève, j'avais vraiment hâte, je me suis dit, ah, on peut aller chercher quelque chose, et très vite, ça a même pas été négociable, la passe de Yamal dès le début de match. J'aimerais quand même faire un petit aparté que je fais très très rarement, mais il faut quand même parler de l'arbitrage dans cette Ligue des Nations. Parce qu'il y a clairement deux décisions, moi, qui m'ont quand même choqué. C'est rare que je dise ça pour de l'arbitrage, mais pour moi, le but qui a été injustement annulé à Amdouni contre le Danemark sur un corner, Ouais, ouais, ouais. je trouve ça assez lunaire que l'arbitre, sans consulter la VAR, annule cette décision-là, alors que ça aurait pu être un but qui nous aurait relancé peut-être pour se maintenir. Puis, bah, t'as parlé du match aller au Danemark où il expulse Nico Elvedi sur une faute qui pour moi est complètement inexistante. Donc c'est vrai que c'est pas la faute à l'arbitrage, mais on n'a vraiment pas été aidé. Faut quand même vraiment le dire, quoi. C'est C'est clair. assez fou. Si on poursuit, quel a été pour toi le meilleur joueur de l'équipe de Suisse en 2024? Bah, si je dois en retenir un, je dirais quand même Xhaka, parce que il fait un euro. C'est pas forcément le meilleur joueur de l'euro, je dirais pas ça, mais il fait quand même un très très grand euro. Il joue encore blessé contre l'Angleterre. Vraiment, on sent que c'est un capitaine. C'est un capitaine dans l'âme, quoi. Il porte l'équipe autant psychologiquement que footballistiquement. Et puis, bah, sans lui, là, ce serait pour le coup vraiment plus du tout la même équipe de Suisse. Donc, Et puis, ok, Chaka, ouais, je comprends complètement. Et si tu disais, t'en avais d'autres en tête, t'aurais mis qui? moi, je suis obligé de mettre Amdouni. Je suis obligé parce que c'est quand même le meilleur attaquant qu'on ait eu sur cette année calendaire. Moi, il m'a beaucoup impressionné pendant cette Ligue des Nations. Je pense que c'est vraiment le futur de notre attaque pour les 2, 3 prochaines années. Je pense que s'il arrive à s'installer à Benfica, je pense qu'on pourra vraiment compter sur lui. Mais ouais, alors complètement. Moi, je crois même que je mets Akanji un cran au-dessus pour son euro parce que quel patron, quoi. Quel homme, pour moi, un des deux, trois meilleurs défenseurs de l'euro. Il a été juste monstrueux et il m'a beaucoup rassuré parce que à côté, bah, c'était compliqué. Et en plus de ça, son année avec City, alors moins ce début de saison, mais la fin d'année dernière, elle est excellente. Et Akanji, il confirme vraiment que c'est un grand bonhomme du football suisse, lui aussi. Ça m'a fait mal pour lui que ce soit son penalty qui nous crucifie à la fin, mais Ah, c'est cruel, hein. Et puis au contraire, qui est le joueur qui t'a le plus déçu dans cette année? Est-ce qu'il y a un joueur en particulier que tu pointerais du doigt comme le flop de cette année? Elvedi. J'ai moins hésité franchement que pour le top, mais pour moi, Elvedi, ça a été pour moi, je sais pas s'il a fait un seul bon match avec l'équipe nationale cette année. Je l'ai trouvé perdu. Bah, ça corrèle forcément le peu de temps de jeu qu'il a en club actuellement, mais c'est vraiment pour moi, c'est un joueur. Il y a encore 2 ans, pour moi, c'était un titulaire quasiment indiscutable. Puis aujourd'hui, franchement, il entre même plus dans l'équation pour moi pour la campagne de qualification pour le mondial. Donc c'est dire à quel point il y a eu un déclassement pour Nico Elvedi, quoi. Moi, de mon côté, j'en avais plusieurs, mais je suis parti sur Widmer, qui, tu l'avais aussi, parce Ça joue que aussi. c'est un joueur qui m'avait bah, surpris en bien ces dernières années.
notamment pendant le Mondial 2022 où il avait été très bon. Il s'était imposé alors qu'on l'attendait pas forcément sur ce couloir droit. On imaginait plus un Mbabou dans l'idée. Et puis, il avait vraiment surpris. Et cette année, je trouve que ça a été beaucoup plus compliqué, quoi. Et puis, c'était progressif, mais petit à petit, bah, ça a déçu de plus en plus. À l'Euro, le peu de temps de jeu qu'il a eu, eh ben, il n'a pas su trop le valoriser. Yakin a finalement mis Endoy à droite, Reader enfin, il a changé un peu les plans. Bon, Widmer était pas trop en forme physiquement aussi, je sais, mais assez décevant. Et puis là, pendant la Ligue des Nations, quand il a joué, il n'a pas été bon. Et puis au final, là, il y a des options, des autres options qui sont étudiées par Yakin. Ça en dit long sur lui aussi un petit déclassement et un déclassement que j'attendais beaucoup moins en fait. Que c'est un joueur en qui désormais j'avais confiance. J'étais là, bon bah au couloir droit, on est enfin bon et c'est reparti pour un tour où on n'a pas de latéral droit. Et ça c'est un problème. Je suis assez déçu de sa part quoi. J'ai aussi noté, bah, je m'acharne un peu sur cette vidéo, c'est la troisième fois que je le dis, mais un peu déçu quand même de Kobel. Hein. J'en fais Ok. beaucoup, je sais, mais parce que j'attendais vraiment beaucoup de lui. Beaucoup de gens ont réclamé que Kobel arrive avant même que Sommer prenne sa retraite, ce que je trouvais pas très juste, mais que je pouvais comprendre. Et Kobel, on parle de finaliste de Ligue des Champions, il a été incroyable avec Dortmund. C'est un gardien vraiment en qui j'accorde beaucoup de confiance. Et là, je trouvais que ses deux premiers matchs notamment étaient pas tout à fait au niveau. Il s'est bien rattrapé en sortant un penalty là contre la Serbie. Donc là, 2025 serait une bonne occasion pour lui de s'affirmer dans cette équipe et je suis persuadé en fait qu'il aura Oui. le talent pour et je me fais pas de soucis. Mais en fait, je sais pas, je pense que je m'attendais à être bluffé parce que aussi tout le monde le réclamait en fait et donc j'attendais peut-être un peu plus. Un autre joueur où j'attends un peu plus, mais il a pas été aidé par la situation, c'est Okafor. Et là, c'est presque un flop pour tout ce qui se passe autour de Okafor. Parce que ça mentionne aussi la gestion de Yakin vers Okafor. Mais il n'empêche que lorsqu'il a eu du temps de jeu, il en a pas eu beaucoup, mais il en a eu un peu au début de l'année. Il n'a pas su trop le valoriser, l'exploiter, alors que c'est un joueur, je pense que c'est un des plus gros talents purs qu'on a dans cette équipe. Il fait des fois des très bons matchs à l'AC Milan. C'est un attaquant comme on en a peu, qui est puissant, qui est rapide, qui est efficace. Et avec la Suisse, je le sens un peu flemmard, je le sens pas impliqué, pas motivé. Peut-être qu'il est pas aidé par la situation, par Yakin, c'est possible. Mais lui aussi, j'attends plus et il s'est pas trop montré pendant ce rassemblement non plus. C'est un peu un mal qui est chronique chez beaucoup de joueurs, c'est que t'as l'impression qu'ils veulent juste être là pour la Coupe du Monde et l'Euro, mais dans les rassemblements un petit peu moins prestigieux, on a l'impression que limite ça les embête un peu d'être là, quoi. Puis Okafor, c'est parfaitement l'exemple de ça en fait. C'est très J'ai juste. l'impression Ouais. que c'est j'ai l'impression que c'est un joueur, tu lui dis bon ben j'ai pas mal de blessés, j'aurais besoin de toi pour être titulaire en Estonie pour un match de Ligue des Nations. Il va un peu tirer la langue. Alors, si tu lui dis, ben, t'es titulaire pour Suisse-Angleterre à l'Euro, je suis sûr qu'il aurait fait un match exceptionnel. Il y a du monde qui doit faire beaucoup mieux. Même les indiscutables, en dehors de l'euro, ça a été compliqué. Donc, de manière générale, je trouve qu'il y a eu l'euro et puis il y a le reste. Et le reste, c'est Voilà. compliqué. Hein. Et quelle est ta pépite de l'année? Quel est le joueur, ta révélation du côté de l'équipe de Suisse? Là aussi, j'ai un peu hésité, mais pour l'ensemble de son œuvre, je dois quand même dire Ndoye, parce que c'est vraiment un joueur que je voyais pas du tout sortir du bois non plus avant l'Euro. J'avais pas du tout été impressionné par ces matchs de préparation. Je crois que c'était contre l'Estonie et l'Autriche, sauf erreur. Avant l'Euro, je me suis dit, c'est pas un joueur qui apporte beaucoup de garanties offensives. Puis finalement, il a vraiment proposé quelque chose de frais, en fait. C'est un joueur qui a apporté une fraîcheur, un dynamisme offensif qui m'a impressionné. Puis pour rien gâcher, ben, c'est un roman, c'est un gars qui a été formé à Lausanne. Donc, ouais, c'est vraiment un joueur que j'ai beaucoup aimé voir éclore, quoi. Pareil, c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup. En plus de ça, c'est quelqu'un qui vient de la côte, de Saint-Pré. Donc voilà, on a fait des articles sur lui et voilà, c'est un peu mon chouchou dans cette équipe. Je l'appelais le Starboy cet été parce que il m'a bluffé quoi. Et contrairement à toi, moi, il m'avait quand même déjà pas mal tapé dans l'œil avant l'Euro, où je me disais, ok, il y a un truc à aller chercher avec ce joueur parce que il a un dynamisme, du punch. Enfin, il a quelque chose qu'ont pas forcément les autres. Il avait une envie aussi qui s'est vue. Il a été chercher sa place de titulaire dans une équipe où ça l'attendait pas forcément. Et puis, clairement, son euro, il est magnifique. Enfin, pour un joueur qu'on n'attendait pas encore 6 mois auparavant,
Son match contre l'Allemagne, il est excellent. Ses débuts contre la Hongrie sont très bons. Il est décisif aussi contre l'Angleterre sur le but de Mbolo. Super, super tournoi, super. Et puis même après, en Ligue des Nations, je trouve que c'est un qui s'en sort le mieux pour les 2 matchs où il a joué. Lors du rassemblement précédent, il avait été très bon. Et voilà, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Croisé aussi à Nyon cet été. Et Ok. il était là, il était sur la terrasse, il était chill et vraiment à Paléo aussi. Enfin, c'est un gars vraiment qui a l'air vraiment sympa de garder les pieds sur terre et pour tout ça, c'est vraiment ma révélation de l'année parce que et puis aussi à Bologne hein, où il a été cherché en tant que titulaire une Ligue des Champions avec cette équipe de Thiago Motta. C'est pas un joueur qui va stater beaucoup, il va pas inscrire 15 buts par saison, pas encore en tout cas. Mais sur le terrain, il apporte vraiment quelque chose. Techniquement, il est très bon et puis ouais, c'est un gars attachant, je trouve. Moi, de mon côté, mon deuxième, c'est Rieder, que j'ai beaucoup aimé pendant l'Euro. Sa trajectoire, on l'attendait pas. C'est vrai que on était très surpris de le voir à l'Euro déjà. Il n'était pas du tout dans les plans d'Yakin avant. Et puis il arrive et puis il s'impose comme titulaire au fur et à mesure. Donc ouais, Rieder, c'était un joueur que j'ai beaucoup aimé à découvrir parce qu'on connaissait déjà un peu avec Young Boys aussi, mais découvrir dans cette équipe de Suisse. C'est vrai que Rieder, il nous a vraiment fait aussi kiffer pendant ce Euro. Après, il faut juste qu'on arrive à lui trouver vraiment le poste qui lui permette de s'exprimer le mieux. Parce Je qu'on a sais. vu là, dans les derniers matchs de Ligue des Nations, euh, un peu trop esselé sur un côté, il n'était pas forcément très à l'aise. Ouais, ouais, il a besoin d'être au centre du jeu, je pense beaucoup plus. Mais moi, j'avais Claire. sorti un autre joueur qui a pas forcément eu l'impact d'un Rieder, mais moi, j'aime beaucoup Amenda. Je l'avais vu aussi quelques fois à Francfort. Et puis, c'est vraiment, je pense, un joueur qui va nous faire énormément de bien à un poste où on est en manque criant de talent. Mhm. Et puis, pour dire que c'était ses premières sélections, je trouve qu'à Zurich contre la Serbie, il a sorti une bonne performance d'ensemble. Et puis, j'espère que Yakin aura le courage de le mettre en avant en 2025. Pourquoi pas à côté de Manu Akonji en défense centrale, quoi. Je pense Ouais. qu'il aurait tout à fait le profil. J'en reviens à ce que je disais avant, mais ça fait partie de la transition et c'est typiquement le genre de joueur qui peut venir s'imposer. Et aussi Omer Agic, hein, dans le même style, qui peut aussi, qui a une carte à jouer là aussi. Il faut juste Mhm. qu'il soit appelé quand il est en forme. Mais il y a quand même des possibilités. Il y a des joueurs derrière. Il va falloir faire confiance au bon. Moi, je j'ai pas trop confiance en Kemert, par exemple. Mais Ah non plus. voilà, il m'a jamais trop convaincu. Je préfère largement qu'on fasse confiance à ces joueurs-là. Et Amenda, effectivement, fait partie des joueurs que j'ai beaucoup aimé découvrir. Ouais, complètement d'accord. Qu'est-ce que tu dirais finalement comme bilan final de cette année, si tu devais faire vraiment résumer brièvement sur une ou deux phrases, qu'est-ce que tu retiens le plus? Voilà. Ce que je retiens, c'est les émotions de l'été, mais c'est aussi qu'on a finalement pas appris grand-chose de vraiment tangible sur cette équipe. J'ai pas vraiment de vision en fait. Si tu me demandes 2025, tu penses que ça va ressembler à quoi pour la Nati? Je pourrais franchement pas du tout te dire parce que on n'a pas appris grand-chose si ce n'est que cette équipe peut nous offrir des super moments lors des grands tournois. Mais sinon, c'est vrai que ce que je retiens, c'est qu'il n'y a pas vraiment de vision à long terme de cette année 2024, quoi. Complètement d'accord. Globalement, voilà, elle m'a déçu avant l'Euro, elle m'a émerveillé pendant l'Euro, et puis elle m'a à nouveau déçu après l'Euro. Et elle a même fait quelque chose qui est très très rare de manière générale pour moi dans le foot, et encore plus avec l'équipe de Suisse. Elle m'a même provoqué un peu de désintérêt à la fin de l'année. C'est-à-dire que les derniers matchs, j'en avais marre. Enfin, je n'y croyais pas. Cette équipe avec Murat Yakin, moi, j'ai jamais été très grand fan. Ces joueurs, on sait qu'ils n'ont pas envie d'être là, ils ont envie d'être dans leur club, de se concentrer. Et j'avais un certain désintérêt, quoi. Quelque chose que j'ai pas forcément l'habitude de voir. Et je pense pas être forcément le seul, mais je pense aussi le côté trêve international qui fait ça. Donc, j'attends une année 2025 beaucoup plus convaincante au niveau des résultats pour partir dans cette Coupe du Monde 2026 et dans les prochaines années avec plus de confiance, avec un autre dynamisme. On a vu quand même cette année des nouveaux joueurs, beaucoup de nouveaux joueurs. Je pense clairement, tu l'as dit avant, que tout le monde ne va pas tirer son épingle du jeu, mais il y en a qui ont des choses à aller chercher, il y en a qui ont du potentiel. Et eux, je veux les voir créer quelque chose. Ce que je retiendrai finalement 2024, ça reste cet Euro, ça reste ces matchs
ce match fou parce qu'elle m'a fait vibrer complètement, elle m'a fait rêver. Et c'est ce que j'aime avec cette équipe, c'est que quand il faut, bah, elle est là, elle répond présent. Et là, elle m'a encore une fois complètement transporté. Je me revois en train de crier dans ces fan zones. C'est quand même des souvenirs, moi, qui me marquent particulièrement. Et je retiendrai ça, mais je n'oublierai pas complètement tout le reste non plus, quoi. Mais c'est vrai qu'au final, le foot de sélection, on le voit, ça se résume de plus en plus à ces événements biannuels. Et puis le reste, bah, ça s'oublie en fait. Ça tombe dans un oubli total. Puis au final, il faut juste être prêt au moment X tous les 2 ans pour faire rêver le pays. Puis Ok, bah écoute, merci beaucoup, Lucas. C'était encore un très bon moment passé avec toi. merci Toujours à très toi. sympa ces discussions. On a l'occasion de revenir ensemble surtout sur voilà, cette année en l'occurrence. Je vous invite à aller voir la dernière vidéo qu'on a fait ensemble. Et puis normalement, on va se retrouver en début d'année 2025 pour un autre concept. Donc voilà, vivement ce retour. Et en attendant, amoureux et amoureuses de la Nati, on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao Lucas. Merci, bye bye, ciao ciao.